Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et ce matin, notre invité, Vincent Le Tertre, il est animateur du groupe d'action de la France Insoumise à Lorient et il est venu jusqu'à nous de bon matin. Le café est là, ça va faire du bien après une longue route. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bretagne 5 et bienvenue au micro de la matinale. Merci à vous, tout le plaisir pour moi et c'est un plaisir d'être là. Eh bien, on va parler politique, figurez-vous, comme on le fait chaque matin dans Bretagne 5 matin. Et on va commencer par bien les choses qui fâchent. On va parler de cette polémique autour des affiches de campagne des Insoumis avec ce fameux slogan et les visages de Nathalie Saint-Cric ou encore de Christophe Barbier. On y voit aussi Pascal Praud avec, par exemple, Nathalie Saint-Cric, vote et vous. C'est une provocation ? Moi, ça m'a fait bien rire, en tout cas. Non, c'est typiquement la stratégie de communication de la France Insoumise. On a mis sur le sujet, en effet, le manque de communication nationale sur une campagne d'inscription sur la liste électorale. On sait très bien que l'élection européenne est une élection où le vote est très censitaire, avec les plus précaires, les plus jeunes et même les habitants des quartiers populaires ou même en pleine ruralité qui vont pas aller se déplacer parce qu'ils sont mal inscrits ou pas inscrits. Et on a essayé de chercher une campagne de communication un peu accrocheuse, voilà. Décalée, on dirait. Oui, après, bon, nous, ça nous fait très rigoler, mais on a surtout pris le principe que ce sont des gens qui votent. Voilà. Après, on peut évidemment, comme d'habitude, avoir une double lecture, mais factuellement, ce sont des gens qui votent. Voilà. Voilà, donc finalement, vous avez fait la campagne que le gouvernement n'a pas faite. Et on l'a fait gratuite. Et vous la faites gratuitement. Ayant évacué cette question, on va parler évidemment des élections européennes avec cette campagne qui démarre. Manon Aubry, tête de liste pour LFI. Campagne qui va se dérouler sur fond de conflits ukrainiens, de crise agricole et une forme, on va dire peut-être vous le disiez à l'instant sur les intentions de vote, en tout cas d'éloignement des Français par rapport à la chose européenne. C'est vrai. Il y a je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais en effet, on peut constater que les Français ne prennent pas la pleine mesure de ce qui se joue au Parlement européen et que les directives européennes ont beaucoup d'impact sur notre politique intérieure. Et on voit sur en effet la crise agricole, la question de la PAC, qui est un véritable sujet, sans rentrer en détail, sinon évidemment on y est jusqu'à demain. On a du temps. Hein. Et aussi, oui, mais il y a plein d'autres sujets à aborder. Et la question aussi du libre-échange, parce qu'on ne peut pas à la fois dire devant un micro français on soutient les agriculteurs et on est pour réformer la PAC, et puis être à Bruxelles et négocier des traités de libre-échange qui les mettent dans une grande difficulté. C'est un peu ce que fait le gouvernement à vos yeux, c'est-à-dire un peu le en même temps, si vous me permettez. Le sous-entendu était bien vu. Justement, il y a cette crise agricole, cette crise de la pêche aussi. Ouais. On en parle beaucoup. Je disais à l'instant, vous venez de Lorient et Lorient, c'est aussi la pêche. On a l'impression d'une France qui perd tout ce qui a fait sa superbe. On a, nous, évidemment, à Lorient, mais comme d'autres ports bretons et même français, la question des pêcheurs qui, évidemment, sont eux aussi contraints par des normes européennes. Alors, on a, nous, dans le golfe de Gascogne, la problématique qu'il y a eu avec les dauphins, mais il faut arriver à concilier en effet une indépendance alimentaire pour la France et pas être capable, et pas devoir importer des produits d'autres pays parce que sinon la balance commerciale devient déficitaire et il faut quand même s'aligner avec les principes de protection de l'environnement et c'est assez compliqué. Donc on a vu nous la grogne des pêcheurs lorientais il y a quelques semaines de ça. Donc on est toujours en contact avec eux justement sur ces sujets-là et on espère une démêlée dans le bon sens pour leurs problématiques. Alors on voit aussi le Rassemblement National qui, j'allais dire, tente de rebattre les cartes et en tout cas, alors un sondage, ce n'est qu'un sondage, mais on voit quand même une progression des intentions de vote, en tout cas du Rassemblement National pour ces élections européennes. Vous faisiez référence un instant également à Lorient et aux pêcheurs qui ont reçu Jordan Bardella. J'étais d'ailleurs. Vous y étiez d'ailleurs. Eh bien, on va écouter votre éclairage là-dessus. Mais est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous, pour la LFI plus largement ? Le Front National au sens large du terme.
En fait, il nous inquiète pas plus que la Macronie, parce que pour nous, c'est quasiment le même bloc qui prône les mêmes choses. On voit bien les accointances sur la loi immigration et d'autres. Donc voilà, la montée du Front National, ce qu'on disait tout à l'heure en off, moi je le vois monter depuis quasiment une trentaine d'années. C'est il faut faire avec, c'est comme ça, on les combat nous au quotidien, de manière sans doute un peu plus, pas frontale, mais un peu plus radicale que d'autres. Ce qui nous vaut évidemment d'être dans l'œil du cyclone de nos amis d'extrême droite, on va dire. Mais voilà, donc la montée actuelle ne nous inquiète pas plus que ça, parce qu'on en est conscient déjà. Il y a un phénomène Bardella, finalement. Ah, ça c'est un autre sujet. Je pense en effet que Jordan Bardella est le plus dangereux, parce qu'il parle bien, il présente bien. Il est suffisamment malin pour éviter les pots de banane quand au sein de l'agriculture on lui demande ce qu'il pense du social ou même des traités de libre-échange, on voit bien, et surtout il s'appelle pas Le Pen, donc je pense que la stratégie de normalisation du Front National va continuer à porter ses fruits, et en effet c'est sur ça qu'il faut continuer à détricoter les éléments de langage du Front National et continuer à lutter pied à pied contre eux. On peut imaginer que si Marine Le Pen ne se présentait pas pour multiples raisons en 2027, on parle d'un choc des titans entre la jeune génération ou les jeunes de la nouvelle génération politique. On pense évidemment à Gabriel Attal face à Jordan Bardella. C'est quelque chose là aussi qui est possible et qui est de nature à vous inquiéter, à vous poser aussi des questions à la France Insoumise en disant voilà comment nous on peut exister là. Il y a forcément, c'est mathématique, une possibilité que le second tour soit le fils spirituel de la Macronie, Gabriel Attal, et l'enfant prodige du Front National. C'est une possibilité. Nous, évidemment, c'est la possibilité qu'on combat, et on espère qu'avec nos camarades des autres partis de gauche, on soit suffisamment conscient de ce que ça implique pour les plus précaires, de faire revenir un peu à la raison toutes les ambitions de partis et des égos des uns et des autres pour évidemment choisir une candidature commune qui nous emmène au deuxième tour, pour peut-être avoir la possibilité de gagner. Parce que si on n'est pas au second tour, il n'y a aucune chance de gagner. Donc voilà, espérons qu'il y ait un candidat de gauche au second tour, et de préférence un insoumis, voilà, pour ne pas fâcher les copains. Voilà, il y aura des discussions, on l'aura compris. C'est difficile d'arriver à discuter lorsqu'on est à gauche avec les différents partis, les différentes tendances. Non, en vrai, au-delà des petites blagues et des petites postures comme je viens de faire, on s'entend bien entre nous. On peut pas forcément occulter les ambitions des uns et des autres, des mandats, etc. Donc il y a forcément des passages qui vont être compliqués, mais les contacts sont toujours ouverts, on discute. Moi-même, j'étais encore en discussion cette semaine avec des dirigeants d'autres partis politiques sur le plan local. Voilà, on se parle. Il y a un choc de réalité qui sont les échéances présidentielles et législatives. On voit bien ce qui, en effet, vous disiez tout à l'heure, nous pend au nez sur un troisième mandat macroniste ou sur un mandat d'extrême droite, qui ne sera pas non plus à piquer des hannetons, parce que ça va être encore pire. Donc on voit bien qu'il y a au moins ça. Je pense que ça, pour le coup, on est d'accord sur la nécessité que la gauche soit au second tour. Alors, on a aussi la parole présidentielle. On a entendu beaucoup de choses ces temps derniers. Alors, il y a eu cet épisode du Salon de l'Agriculture où le président de la République a été très chahuté. Et puis, finalement, il a relevé ses manches. Il a été discuté avec les agriculteurs. Voilà, vous pourrez évidemment nous livrer votre commentaire tout à l'heure. Voilà, où les mots ont été parfois crus de la part d'un président de la République. Et il y a eu les autres mots, ceux du lendemain. Cette possibilité dans cette guerre en Ukraine qui n'en finit pas, outre le fait d'aider l'Ukraine, d'envoyer des armes, de peut-être imaginer envoyer des troupes au sol, ce qui a déclenché une levée de boucliers de nos alliés, de nos partenaires européens. La France est isolée finalement.
Bah, la France, au sens noble du terme, n'est pas isolée du reste de l'Europe, mais c'est vrai que la Macronie nous isole de plus en plus. Et bon, j'ai toujours du mal avec notre président Macron, parce que je n'ai aucune confiance dans sa parole. Et pour moi, les macronistes sont tous des menteurs. Donc, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font et ce qu'ils nous font croire, il y a encore des gens qui pensent qu'ils sont de gauche. Bon, bref, donc c'est vrai que, juste pour revenir sur ce sujet, pardon pour l'aparté, c'est que c'était un très bel exercice de com au Salon de l'Agriculture. De là à venir au milieu des agriculteurs, chemise remontée, prêt à aller au combat, c'était un très bel exercice de com. Bon, je pense que ça a convaincu personne, mais en effet, le lendemain sur l'Ukraine, tous les gens les plus raisonnables ne sont pas pour la guerre, ni pour entrer en guerre. Nous, on est évidemment pour la paix et évidemment pour une solution diplomatique. Et surtout quand on voit, enfin, je ne sais pas qui a l'idée de vouloir rentrer en guerre en 2024 avec ce que ça implique. Les Russes, ils ont l'arme nucléaire, nous aussi. Quelqu'un appuie sur un bouton. Il faut être sérieux 2 minutes. Je comprends bien, j'ai vu des réactions à l'international qui ont justement été très embarrassées par cette sortie. Voilà, donc nous, on est très... Je vous en prie, je vous en prie. Vous buvez un petit verre dès que je parle de de café. Macron, ça me... Waouh. Voilà, on est contre, évidemment, cette sortie de VAT en guerre. On a également une autre menace. J'imagine que la France insoumise, vous scrutez ce qui se passe aussi de l'autre côté de l'Atlantique. On a Donald Trump qui continue son avancée tel un rouleau compresseur. Vous imaginez un monde demain où Trump revient ? Bah, ça s'imagine très bien. C'est ça le pire. Ça s'imagine très bien. Bon, après, ce qui est assez incroyable avec les États-Unis, c'est qu'ils ont un peu la mémoire courte de ce qui s'est passé pendant son mandat. Voilà, c'est un électorat populaire qui se tourne vers Donald Trump. Comment l'expliquer ? Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est très représentatif d'une certaine frange des États-Unis. Et voilà, ce qui m'attriste, c'est que cet électorat peut revoter encore pour Trump, quoi. Et ce que ça implique pour le monde entier. On va quitter Donald Trump pour parler de quelque chose qui a eu lieu en France et qu'on a qualifié d'historique. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il y a eu l'adoption de l'IVG dans la Constitution par le Congrès. Quelque chose que seule la France, au monde en tout cas, garantit, fait. C'est une forme de fierté, vous qui êtes à la LFI, et on sait que LFI a porté, en tout cas avec d'autres partis, mais a porté ce combat. Bah, déjà, il faut féliciter toutes celles qui se sont battues pour ça depuis des années. C'est vraiment un combat de haute lutte pour les camarades. C'est une vraie victoire, en effet, pour une fois, parce qu'on a toujours tendance à être des esprits chagrins en France et à râler. On peut quand même savourer une victoire idéologique de la gauche, et ça donne du baume au cœur et ça donne de l'énergie pour les prochaines luttes. Voilà, après, en effet, Mathilde a été avec d'autres à l'initiative. On sait que Jean-Luc a porté ce message depuis 2012. Donc voilà, on est content pour l'aboutissement d'un combat et content que, évidemment, tous les autres partis de gauche et tous les gens, même d'autres bords, qui se sont retrouvés dans l'intérêt général de cette inscription à la Constitution, ont voté oui, et on peut aussi les en remercier. Alors, il y a quand même eu 72 votes contre, faut le préciser. J'ai posé déjà la question à quelques invités ici. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces sénateurs, à ces députés qui ont voté contre ? Bah, s'ils ont voté contre, c'est que j'ai beau leur dire ce qu'ils veulent, ils voteront quand même contre, mais j'espère qu'ils souffrent. Parce que c'est fait. C'est dur ce que vous dites pour eux. Il y avait urgence à mettre l'IVG, en tout cas à sceller l'IVG dans le marbre de la Constitution. Oui. Oui, de toute façon, il y a besoin de protéger des droits fondamentaux et évidemment, certains droits évoluent avec la conscience des gens et avec aussi ce qui se passe dans la société. On se rend bien compte qu'il y a des combats qui
qui étaient minoritaires il y a quelques années, qui sont arrivés grâce à Simone Veil vraiment sur la place publique, et il faut leur remercier de tous ces gens qui ouvrent des portes. Et là, c'était le moment, en effet, de protéger non pas ce droit, mais cette liberté à l'IVG, au recours à l'IVG. Et je pense qu'en effet, il y a d'autres choses qui arriveront, je pense, dans les prochaines années, je pense comme la question du genre, etc. Mais voilà, donc on est très contents, et puis voilà. Des combats portés aussi au niveau européen, aujourd'hui, ces combats comme l'IVG? Il y a un sujet d'en effet pousser le sujet de l'IVG sûrement au niveau de l'Europe. On verra. Là, par contre, la composition du Parlement européen n'est pas aussi favorable que ça. Voilà, donc je ne sais pas qui va s'y atteler, mais on sera de tout cœur derrière. Alors, à nouveau l'Europe. L'Europe avec... je parlais de cet éloignement tout à l'heure des Françaises, des Français, de la chose européenne. Une certaine défiance aussi par rapport à une Europe qui n'est pas humaine, qui était très technocratique. Est-ce qu'il faut y injecter un peu d'humain dans cette Union européenne, celle de demain? C'est une question très compliquée pour un insoumis, ça. On a évolué, nous, sur la question. On était très, on va dire, eurosceptiques. Non pas eurosceptiques sur la question du continent européen et de la culture un peu commune de notre vécu, mais sur, en effet, sur ce qu'est l'Union européenne en termes d'institutions. Là, on en est plus à, en effet, espérer que ça soit un peu plus humain et moins technocrate, en effet, et que ça soit non pas des amendements ou des choses qui sont votées pour les lobbying, parce que ça grouille de lobbying là-bas, et que ça protège les grandes entreprises et le marché, mais que ça commence à protéger un peu plus les gens. Donc c'est pour ça que les copains du Parlement européen qui sont dans le groupe Left se battent. Donc voilà, j'espère qu'on sera un peu plus nombreux. Voilà, c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Après, on n'a pas la main, c'est comme d'habitude, on n'a pas la main sur le Parlement européen. Il faudrait qu'on soit majoritaire. Et j'ai beau l'appeler de mes voeux tous les matins en me levant, luttons à notre échelle pour faire avancer les choses, et j'espère que les gens voteront pour nous en juin. Alors, on va parler aussi du climat. Aujourd'hui en France, il est compliqué, le climat social, on va y revenir, mais aussi le climat sécuritaire. On entend beaucoup parler d'insécurité aujourd'hui en France. C'est plutôt un terme de droite, voire même d'extrême droite, l'insécurité. Je voulais entendre un peu la gauche, voire l'extrême gauche, je mets les guillemets, en tout cas, et les filles, et là je vous provoque un peu, sur la question de la sécurité. Et on parlera aussi d'un autre sujet qui fâche l'immigration, mais sur la sécurité aujourd'hui, est-ce que les partis de gauche sont prêts à changer un petit peu, j'allais dire, de dogme, et de se dire, voilà, il faut faire quelque chose. Il y a une réelle insécurité dans le pays. Il y a un sujet, sur la sécurité, évidemment. Après, en effet, c'est une question de dogme. Le dogme de la gauche caricaturale, du laxisme, on veut mettre des policiers avec des sifflets, qui prouverait qu'on n'a pas conscience des problématiques qui se jouent, comme si on était déconnecté de la réalité. C'est souvent les attaques qu'on nous fait à droite. Et on peut faire aussi, nous, les attaques qu'on fait à droite, ou du tout sécuritaire, etc. Donc, non, je pense qu'en effet, c'est surtout un sujet que la gauche a laissé filer vers la droite. On essaye de se la réapproprier un peu plus. On met pas un joli drap un joli mouchoir, sur le sujet. Donc voilà, on sait qu'il y a des copains qui bossent beaucoup sur ces sujets en ce moment. Voilà, on a pas mal fait des propositions justement sur l'aspect présidentiel. Donc il faut qu'on continue, nous, à travailler le sujet. On sait qu'on consulte beaucoup des syndicats, on consulte des associations, on consulte vraiment des spécialistes sur le sujet. Donc voilà, on prend le sujet à bras-le-corps, et on sait que ça va être des sujets sur la sécurité, pas forcément sur cet aspect-là, sur l'Union européenne et sur l'élection européenne, mais plutôt sur les échéances qui arriveront après. Donc voilà, l'élection présidentielle, législative, et même les municipales. Je pense qu'on sera
on sera prêt à ce moment-là. Voilà. Alors, deuxième sujet, j'allais dire qui fâche aussi, c'est l'immigration. Alors, comment faire aujourd'hui, comment accueillir des migrants, des réfugiés qui viennent d'autres pays qui sont en guerre ou en grande difficulté économique. Alors, quelle est la bonne solution? J'imagine que ce matin, vous n'allez pas me dire, moi je l'ai, mais quelle est la bonne solution? Est-ce qu'on doit les renvoyer tous chez eux ou est-ce qu'on doit améliorer l'accueil? Et là aussi, travailler au niveau européen pour mieux les répartir, mieux les accueillir? Bah déjà, je trouve que... Bon, après, on peut avoir un avis sur les migrants... Enfin, les migrants. Les immigrants d'Ukraine qui sont arrivés, on a trouvé facilement des moyens pour les accueillir, les intégrer, les financer, les héberger, les insérer. Ce qui prouve que quand la France a envie d'intégrer des gens, on y arrive. Il y aurait des bons et des mauvais migrants? Non, si on est taquin, on dirait que oui, il y a des migrants qui sont acceptables et d'autres non. Mais voilà, on peut pas accueillir tous les migrants du monde entier, et je pense que non plus, on va arrêter d'être des magots, ils n'ont pas tous envie de venir en France. Mais voilà, on a un sujet surtout de notre capacité à intégrer et à insérer les gens qui viennent choisir de vivre en France, souvent par choix, mais souvent justement pour des prétextes que vous avez dit, des réfugiés politiques ou des gens qui fuient la guerre. Et bientôt, je ne sais pas dans combien de temps, parce que si je le savais, je pense que je serais riche, mais ce qui arrivera bientôt, les réfugiés climatiques, qui arriveront parce que c'est invivable les endroits où ils sont, ou bien ils seront immergés. Donc voilà, il faut se préparer à ça. Il faut faire évoluer les mentalités de nos sociétés. Sur l'aspect de l'intégration des gens... Bon. Bah écoutez, moi je trouve que c'est vraiment notre capacité à en effet intégrer les autres. Moi, je suis arrivé un petit point vie privée. Je suis arrivé du 93 il y a 2 ans en Bretagne. Bon, je suis un peu breton quand même, donc je suis un peu étrange. C'est un peu comme si j'étais revenu au pays. Bon, on vous accepte comme migrant de la région parisienne. C'est un peu ça, quoi. Je sais que j'ai des copains qui vont me faire des remarques sur ça, mais c'est vrai que quelque part, c'est aussi une intégration. Intégrer des gens qui nous ressemblent pas ou qui n'ont pas les mêmes codes ou la même culture ou la même religion, ou la même façon de vivre, ça demande d'avoir un peu de bienveillance, un peu d'écoute et d'aimer son prochain. On va parler de social. Voilà, parce que il y a aussi un gros volet social actuellement. Bruno Le Maire, le ministre des Finances, a annoncé avant-hier une loi de finances rectificative avant l'été. Alors pourquoi? Eh bien, c'est une loi de finances qui va permettre d'économiser 12 milliards d'euros. Le tout fera 50 milliards. Il y a déjà eu une première j'allais dire, partie d'économie, 10 milliards d'euros. Et une reprise en main, c'est le terme qui a été employé par Bruno Le Maire, de l'assurance chômage. Reprise en main, c'est quand même un terme fort. C'est aussi fort que réarmement démographique, mais il y a 2 sujets. Il y a le sujet en effet de Bruno Demande, parce qu'il fronce les sourcils et il pense que les grands capitaines d'industrie vont mettre la main au portefeuille. Non, mais bon, s'il veut trouver de l'argent magique, il y en a. Il suffit de taxer les super profits, lutter contre l'évasion fiscale, les niches. Il y en a de l'argent. Voilà. Donc, s'il pouvait éviter de refaire peser sur les plus précaires encore plus de difficultés, on pourrait le remercier un petit peu. Mais je pense que c'est pas la ligne de la Macronie depuis quelques années. Après, concernant la réforme de l'assurance chômage, écoutez, moi j'ai déjà été au RSA, j'ai déjà été au chômage, comme beaucoup de personnes de ma génération qui alternent les petits boulots, la précarité. C'est la réalité de notre génération. Ça va durcir évidemment la survie, parce que quand on est au chômage avec des petits salaires ou au RSA, on ne vit pas, on survit, ça va être encore plus difficile. Je ne sais pas quel impact ça va avoir sur la vie des gens, mais ça va surcharger, encore une fois, les restos du cœur, etc. Ça va être encore... Qui sont à la peine aujourd'hui. Qui sont déjà... Mais moi, je suis aussi au secours populaire, et il y a des augmentations de demandes avec encore moins de choses à donner. C'est de plus en plus difficile.
Donc je vois pas où ils veulent en venir, à part encore plus précariser les gens, leur demander encore plus d'être disponibles pour aller travailler, d'accepter des travails sous-payés, difficiles, parce que, soi-disant, il faut traverser la rue pour trouver un emploi. Bah, si c'est prendre des emplois hyper précaires, je vois pas l'intérêt. Bon, enfin, si, je vois l'intérêt, mais c'est encore une fois l'intérêt de certains et pas l'intérêt des Français. On peut craindre un jour une explosion sociale en France. On en parle beaucoup depuis des années de cette explosion sociale. On l'avait même prédite lors de l'épisode des Gilets jaunes. Est-ce qu'on peut imaginer que là aussi, on dit souvent pour ventre affamé d'un point d'oreille? Ben, on a déjà eu quand même une belle convulsion avec les Gilets jaunes. Je pense que les copains de la LFI évidemment pense à ça. C'est pas chiffrage, c'est pas quantifiable, c'est un peu intangible. On sait pas. On sait que évidemment il y a une grogne sur là avec entre la précarité, la casse de nos différents droits par Macron, plus évidemment les réformes de l'assurance chômage, les réformes des retraites, etc. Ça devient de plus en plus dur, plus évidemment l'inflation. Je sais pas jusqu'à quand les Français vont accepter tout ça. Alors, de quelle manière ça va se matérialiser, on ne sait pas, mais si ça pouvait déjà se matérialiser par des votes sanctions, ce serait quand même déjà une bonne chose. Avec aussi l'actualité qui percute, on voit le budget de l'Élysée qui est augmenté, le Sénat, l'Assemblée nationale, et je crois que c'est plus 34% à vérifier, le Conseil constitutionnel. Pour vous, c'est quelque chose d'insoutenable de voir qu'il y a ces augmentations alors qu'on demande encore plus d'efforts aux Français? Bah, les temps sont durs, mais pas pour tout le monde, tout simplement. Bon, après, j'ai un souvenir quand même de nos chers camarades de l'Assemblée nationale ou du Sénat, je sais plus. Bon, c'est pas très important parce que le résultat est le même, qui se sont augmentés. Les deux, 300 € pour l'Assemblée nationale, 700 € pour le Sénat. Parce que comme au Sénat, bon, je vais pas revenir sur ça, c'est encore un sujet touchy pour les sénatoriales. Là, un petit bisou aux copains qui ont fait des listes aux sénatoriales. Ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale où on a un groupe LFI qui a été les seuls à s'abstenir de s'augmenter en pleine crise inflationniste, de gens déjà qui gagnent très bien leur vie. Je ne vais pas leur faire un procès de gagner énormément d'argent, parce que pour certains, c'est quasiment une façon pour certains de sortir de la précarité, etc. Mais voilà, on a été les seuls à ne pas voter ces augmentations-là. Donc nous, on n'est pas pour ce genre de choses. En temps de crise, il y a des choses plus intéressantes à faire que d'augmenter ce genre de dépenses d'argent. Alors, la dépense d'argent, la crise, elle est là aujourd'hui. On dit que la France est à droite. Alors, elle est à droite ou elle est à gauche, hein, parce qu'on s'y perd un peu, nous, les journalistes, les observateurs. Si on se retourne, elle est de droite, et puis ainsi de suite. Non. C'est une réponse de Normand. Ouais, c'est ça. Non, après, on peut dire que je sais pas. Je sais pas, franchement, c'est une très bonne... C'est une vraie colle. Moi, dans ma perception, non, la France n'est pas un pays de droite, ni un pays de gauche. La France, c'est la France, et qui choisit de voter là où elle sent qu'elle a besoin de rééquilibrer. Il y a eu souvent une alternance avec des bons et des mauvais côtés, mais au moins, ça avait une sorte d'équilibrage, ou du moins de rééquilibrage. Voilà, je suis un peu nostalgique de cette époque-là. Faut remettre le septennat, finalement, qui permettait peut-être un peu plus de sanctionner, permettez-moi le terme, sur 7 ans, bien voilà, si les députés, enfin en tout cas si les élections amenaient d'autres députés, une autre majorité à l'Assemblée nationale, ça permettait une forme d'alternance, là aussi, plus facile. Il me semble, je suis quand même pas si vieux que ça, mais j'ai vécu des jeunes soirées électorales quand j'étais plus jeune, mais c'est sûr que le septennat, je pense que c'est pas une bonne idée. Le quinquennat, c'est très bien, même si ça a quelques effets un peu négatifs de fragilité, mais j'ai souvenir surtout des cohabitations. Je sais pas si des cohabitations, ce serait finalement une si bonne chose que ça, parce que là, si c'est pour avoir une cohabitation Le Pen-Bardella avec Macron, je suis pas preneur.
Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Je rappelle, Vincent Letertre, que vous êtes animateur du groupe d'action de la France Insoumise à Lorient. Voilà, on vous a pris de tôt ce matin avec le petit café et merci d'avoir fait la route pour être au micro de la matinale de Bretagne 5. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.